Jean-Pierre Lebrun est psychiatre et psychanalyste, vice-président de l'Association lacanienne internationale, auteur notamment en 2021 et 2022 de Un immonde sans limite et Je préférerais pas chez RS Éditions. Jean-Louis Ranchon est professeur émérite de droit de la famille à l'Université de Louvain et à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Samedi 10 juin 2023, ils présentaient tous deux à la librairie Ombre Blanche leur ouvrage publié chez RS, Où va la famille, droit et psychanalyse. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Les éditions RS m'ont fait l'honneur de me demander de présenter nos deux intervenants, qui eux-mêmes d'ailleurs parleront d'eux-mêmes. Donc je me présente moi-même rapidement. Je suis Pierrette Offière, je suis avocate honoraire, je suis, en même temps, depuis 1989, médiatrice familiale, et d'ailleurs toujours aux éditions RS, j'ai eu le plaisir d'écrire le guide de la médiation familiale. Et donc, dans cette double appartenance avec le droit et aussi avec l'approche de la famille à des niveaux intéressants et complémentaires, on m'a demandé donc d'intervenir et surtout de faire parler nos deux personnes. Elles n'osent pas parler d'habitude, elles me l'ont confié tout à l'heure, mais elles vont se forcer maintenant. Voilà, donc je vous laisse peut-être vous présenter, puis entamer cet après-midi. Je vous en prie. Donc Jean-Pierre Lebrun, alors je suis ravi que la librairie, merci beaucoup à monsieur, c'est Orange, je crois, le libraire. La librairie Ombre Blanche. Oui, mais monsieur, c'est le directeur de la librairie, je pense son nom, j'espère. Touraine, c'est ça, oui, d'accord, voilà. Merci beaucoup à la proposition de nous inviter à l'occasion de la sortie de ce 6e livre dans cette petite collection que je resitue rapidement pour que... Voilà, donc moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille toujours sur une même question, j'ai envie de dire, qui est le rapport de la subjectivité contemporaine avec l'évolution du monde dans lequel nous sommes emportés. Et ça a donné une collection où plein d'auteurs sont intervenus à titre d'un ouvrage qui avait cette question en charge, mais aussi une petite collection, le petit format, où il y a eu jusqu'à présent 6 auteurs, c'est le 6e, invités de disciplines différentes que la psychanalyse, pour venir échanger avec justement nos références analytiques pour voir en quoi est-ce qu'elles entraient en résonance avec d'autres disciplines éventuellement, et comment est-ce que ces choses pouvaient trouver une issue à une confrontation intéressante. Et c'est dans ce contexte-là qu'après avoir... Le dernier ouvrage, c'était avec un sociologue, Alain Rally. Le précédent, c'était avec un neuroscientifique. Et puis voilà que nous nous connaissons depuis bien longtemps. Mais on a eu l'envie et l'occasion de discuter de l'évolution du droit de la famille avec Jean-Louis Ranchon, de parler d'un retournement qui t'avait frappé, un grand retournement, que je te demande d'abord peut-être d'expliciter, mais qui, avant de le dire même, je vais moi-même dire comment je l'entends moi du côté où je suis, que je le résumerai en une formule que j'aime bien d'Olivier Rey, je ne reprends pas exactement, où il dit que le nous était, le je était le singulier du nous, et le nous est devenu aujourd'hui le pluriel du je. Bon, ça dit très bien la bascule qui a eu lieu, qui correspond tout à fait, je pense, au grand retournement que je t'invite de dire. Avant, il y avait, le monde était organisé à partir du discours social qui influait une série de choses et qui déterminait une série de positions dans laquelle le je devait trouver sa place, ce qui n'était pas toujours simple pour lui. Et ensuite, nous avons basculé tout à coup de manière insidieuse. C'est une révolution qui n'a pas été comme celle de 1917 sue de tout le monde, mais il y a une bascule qui a opéré et qui a fait que désormais c'est davantage le je qui est au centre au départ, et le nous est obligé de s'organiser, de se faire en fonction de tous les jeux qui sont là. Ce qui pose tout de suite une question que nous avons mis en exergue de notre petit livret, puisqu'on a cité cette phrase de Freud que moi je trouve tout à fait
impressionnante et qui est dans Malaise dans la civilisation, dans lesquelles il dit « Une bonne partie des luttes de l'humanité se concentre autour d'une unique tâche ». Donc il dit ça en 1929, hein, c'est quand même pas rien. Trouver un équilibre approprié, c'est-à-dire satisfaisant, entre les revendications individuelles et les exigences civilisationnelles de la collectivité. La phrase qui suit est plus forte encore. Savoir si telle organisation de la civilisation parviendra à instaurer ces équilibres ou si le conflit restera insoluble est un problème où se joue le sort de l'humanité. C'est, de la part de Freud, quand même très bien mettre le doigt sur la gravité de cette question, non pas pour en tirer une quelconque d'office conséquence, mais pour essayer d'attirer l'attention sur qu'il faut vivre en faisant exister, coexister les exigences individuelles qui ont évidemment considérablement grandi et les exigences civilisationnelles qui sont toujours à l'ordre du jour, bien qu'aujourd'hui, parfois, on n'est plus tout à fait sûr qu'elles sont intégrées par tous ceux qui sont les individus que nous avons nous-mêmes créés. Donc ça pose toute une série de questions sur lesquelles je t'invite à aller plus loin de ton point de vue de juriste. Ce n'est pas seulement mon point de vue de juriste, c'est plutôt mon point de vue d'observateur sur la façon dont le droit a évolué. Voilà, je me suis donné comme tâche, en quelque sorte, d'essayer de comprendre le discours politique qui était tenu, de l'expliquer à mes étudiants, et puis de les interpeller en leur disant « Et alors, qu'est-ce qui vous paraît essentiel dans ce qui est dit, et qu'est-ce qui peut-être pourrait être problématique ?» Alors, ce que j'ai appelé le retournement, ou j'ai plutôt employé souvent le mot d'inversion, c'est qu'en l'espace de pratiquement, je dirais, 40 ans, on a tenu politiquement un discours qui consistait à dire à l'origine que la famille était en charge d'une fonction sociale, ce que j'appelle la construction du social, la construction du lien social, la construction du collectif, qu'elle avait cette tâche-là, et la manière dont les juristes, mais aussi la société dans son ensemble, nommaient cette fonction, c'était de dire que la famille est la cellule de base de la société. Ça, c'est une formule que vous avez certainement tous entendue, c'est-à-dire précisément qu'elle est en charge de faire en sorte qu'on puisse vivre en société. Alors, je prendrai peut-être un tout petit peu de temps pour expliquer ce qui permettait de dire cela, hein, parce que c'était une manière de nommer quelque chose qui, à l'époque, était perçu comme tel. Ne fût-ce, par exemple, parce que c'était la famille qui était responsable, au même titre que l'école d'ailleurs, dans une vision républicaine des choses, de ce qu'on appelait l'éducation et la socialisation des enfants. Alors c'était une fonction qu'on assignait à la famille, outre bien sûr la procréation, mais cela c'était, je dirais, dans un contexte qui était socialement très différent. Mais relimitons-nous simplement à cette fonction-là de socialisation des enfants. Bon, il y avait aussi, par exemple, la fonction alimentaire, hein, puisque la famille était en charge, et elle l'est en partie encore, de l'aide mutuelle et de l'aide alimentaire, ce qui reste indispensable pour qu'une société puisse avoir une certaine cohérence. S'il y a des êtres humains qui sont sur le côté du chemin, comme on dit aujourd'hui, qui sont laissés en rade, à ce moment-là, il y a une difficulté à organiser le social. Donc cette fonction-là a été prise aussi en charge par la famille. Et donc, cette manière-là de penser les choses aboutissait à ce qu'on partait de l'idée que le droit devait mettre tout ça en place, organiser cette fonction sociale de la famille. Avec la difficulté, c'est pour cela qu'effectivement la phrase de Freud est tout à fait essentielle, avec la difficulté que dans cette perspective-là, les revendications individuelles, pour reprendre de nouveau la phrase de Freud, les projets individuels, les soucis de pouvoir d'une certaine façon créer son propre chemin étaient quelque part ignorés, puisque d'une certaine façon, à partir du moment où la société impose de vivre en famille d'une manière qui permet de construire le social, on ne prend pas trop en compte, je dirais, les demandes individuelles, les spécificités individuelles, les singularités individuelles. Et donc, cela, c'était certainement la difficulté qui pouvait se poser dans un schéma comme celui-là. Et puis, subitement, alors quand je dis subitement, c'est parce que, à mes yeux,
à l'échelle de l'histoire de l'humanité, cela s'est passé en 30-40 ans. C'est une mutation qui a été extrêmement rapide par rapport aux autres mutations qui ont pu intervenir dans les civilisations humaines. C'est ça qui est très impressionnant. Et c'est dans cela, si je peux me référer à ma propre histoire, c'est en cela qu'évidemment, l'avoir vécu de l'intérieur, puisque, comme je l'ai souvent dit, j'ai enseigné un droit de la famille que je ne peux plus enseigner aujourd'hui, puisqu'il a complètement basculé. Donc je l'ai moi-même vécu dans mon propre enseignement. N'est-ce pas ? Et puis subitement, d'une certaine façon, les hommes politiques, les femmes politiques, mais cela étant, c'est un discours social qui s'est généralisé, dont les médias ont aussi été en partie responsables, on est venu nous dire, on s'est trompé. On s'est trompé, la famille n'a pas à devoir, n'est-ce pas, construire du social. On a peut-être à construire du social, mais en tout cas, ce n'est pas une responsabilité qui doit peser sur la famille. La famille, elle est au contraire en charge de faire en sorte que chacun puisse se sentir bien. Alors là, ça renvoie précisément à ce qui est devenu, d'une certaine façon, le maître mot de nos vies d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est se construire soi-même. Se construire soi-même. C'est comme si la responsabilité qu'on nous donnait ou qu'on nous inculquait maintenant et qu'on enseigne à nos enfants dès l'école, c'est de se construire soi-même, de trouver son propre chemin, de se réaliser soi-même. Ce que la Cour européenne des droits de l'homme, donc c'est devenu un discours juridique, ce que la Cour européenne des droits de l'homme a appelé le développement personnel. Mais le développement personnel, c'est un terme que vous retrouvez évidemment dans je ne sais combien de, n'est-ce pas, médias, littérature. Bon, le développement personnel, et même la Cour européenne des droits de l'homme est allée plus loin, puisqu'elle a parlé de l'épanouissement personnel. Eh bien, d'une certaine façon, ce serait cela qui est devenu le mot d'ordre de nos sociétés occidentales. Je parle bien des sociétés occidentales, parce qu'on parle évidemment à l'espace de l'humanité d'un territoire assez localisé. Ça ne correspond pas encore, n'est-ce pas, à ce qui est la manière de vivre dans des tas d'autres coins de la planète. Et donc, à partir de ce moment-là, cette bascule s'est faite petit à petit, mais quand même très très rapidement. À partir de ce moment-là, on a considéré que le droit de la famille avait pour objectif de mettre en place ce qui permettait à chacun de créer sa propre trajectoire personnelle, de vivre en fonction de ses affinités, de ses projets, de ses souhaits, de ses désirs. Alors bon, là je laisserai le psychanalyste parler de la différence entre les désirs, les besoins, parce que ça c'est évidemment là que notre, je dirais, dialogue était intéressant, puisque nous parlions à partir de deux cheminements différents sur le plan intellectuel. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien c'est cela qui est devenu en quelque sorte le mot d'ordre de toutes nos lois nouvelles. Alors je pourrais vous donner, n'est-ce pas, des tas d'exemples, mais le premier exemple que je vais prendre, parce que je crois qu'il est assez significatif, c'est le mariage. Le mariage, dans la manière dont il était organisé par le droit, et ce qui est intéressant, vraiment, c'est ce que j'expliquais à mes étudiants, c'est qu'on en a encore des vestiges, c'est qu'on en a encore des traces dans notre législation. Mais le mariage, si on se rapporte à ce qu'était un mariage il y a encore 40 ou 50 ans, le mariage, c'était un engagement, non pas à l'égard de son conjoint, c'était un engagement à l'égard de la société et un engagement à l'égard des deux familles respectives des époux. On prenait l'engagement de fonder une famille et précisément de, comment dirais-je, respecter tout ce qu'implique le projet de fonder une famille, c'est-à-dire d'avoir des enfants et de socialiser des enfants. Et on prenait cet engagement à l'égard de la société. C'est parce qu'on le prenait à l'égard de la société que cela célébrait, qu'on célébrait le mariage à la mairie, n'est-ce pas ? Et que ce n'était même pas, je dirais, les époux qui se mariaient, c'était le maire qui les mariait, parce qu'il leur disait, au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. D'ailleurs, nous avons encore cette expression-là dans notre code civil belge. Donc, cela montrait parfaitement bien ce que cela voulait dire, ce qu'avec le recul aujourd'hui, on appelle une emprise du collectif sur ce qui était, non pas tellement, je dirais, uniquement et principalement un choix intime et personnel, mais qui était un engagement pris à l'égard de la société. Et puis, alors ça j'explique dans l'ouvrage, comment en 30-40 ans, n'est-ce pas, on est venu nous expliquer, mais non, pas du tout, il n'y a rien dans le mariage de collectif, c'est une pure affaire privée. C'est une pure affaire privée. C'est un choix intime des conjoints qu'ils font ou qu'ils ne le font pas.
Et d'ailleurs, ce sont d'une certaine façon les citoyens eux-mêmes qui ont commencé par revendiquer cela en disant ne nous imposez pas d'en passer par l'institution du mariage. Si nous voulons ne pas nous marier, cela fait partie de notre vie privée, de nos choix. Et donc, on n'a plus à imposer le mariage, n'est-ce pas, d'une manière générale, à tous. D'une certaine façon, de manière un petit peu, comment dirais-je, amusante, j'appelais ce mariage-là, à l'époque, le mariage pour tous. Parce que c'était vraiment le mariage par lequel tous devaient en passer, sans qu'il n'y ait de possibilité, n'est-ce pas, de ne pas entrer dans cette institution. Vous n'êtes pas d'accord? Pardon? Ah oui, non, je vous voyais tout opiner. Voilà. Et donc, alors maintenant, le mariage, au contraire, c'est un choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas, n'est-ce pas, et qui est destiné à répondre à des finalités personnelles, c'est-à-dire est-ce qu'on va y trouver ou non. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment les jeunes aujourd'hui parlent du mariage. Ils parlent de trouver la bonne personne. Hein. Donc, ce sera la question de savoir si je vais entrer en relation avec quelqu'un qui, d'une certaine façon, vous voyez le passage, hein, qui me conviendra. C'est très significatif la façon dont les jeunes parlent de cela. Alors, bon, j'ai pris cet exemple-là dans le livret, je peux en prendre des tas d'autres. Alors, je terminerai en disant, et puis je redonne la parole à Jean-Pierre, que dans ma perception des choses, ce qui s'est passé là avec la famille n'est pas très différent de ce qui s'est passé dans des tas d'autres champs de la vie sociale, et particulièrement, notamment, sur le plan économique. Parce que ce que nous appelons dans l'ouvrage la privatisation de la famille, c'est-à-dire désormais affectée à des finalités privées, cela a été parallèle à tout ce mouvement général de privatisation sur le plan social et économique, n'est-ce pas? C'est-à-dire à la manière dont on a considéré à partir d'un certain moment, et je m'arrête là parce que les exemples, vous connaissez parfaitement bien, que les services publics devaient être privatisés, que les entreprises nationales devaient être privatisées, d'une certaine façon, que tout devait être privatisé, c'est-à-dire que c'était... Mais voilà, c'est une conception des choses dont beaucoup vont dire qu'elle a des aspects positifs. C'est qu'à partir du moment où quelqu'un se prend en charge lui-même et recherche son intérêt personnel, il en résulte... Vous connaissez l'expression de votre président, hein, un ruissellement pour tous. Hein. Voilà. Et donc c'est pour cela que c'est une vision des choses globale. C'est pas seulement limité. C'est ça que j'ai essayé de faire apparaître dans cet ouvrage. C'est que c'est pas limité à la famille. C'est que c'est une manière de penser qui, d'une certaine façon, a été inversée par rapport à la manière de penser dans laquelle j'ai été personnellement éduqué, dans laquelle je suis né. Parce que comme je le disais encore dans une intervention récente, je ne me souviens pas que dans mon enfance, on m'ait parlé de mes droits. Je ne m'en souviens pas. C'est comme si c'était un concept qui n'existait même pas. On nous parlait de notre devoir vis-à-vis de la société ou de la nécessité dans laquelle nous nous trouvions tous de faire ensemble qu'on améliore la vie sociale, la justice sociale. D'une certaine façon, mais Jean-Pierre va en parler mieux que moi, j'ai envie de dire que nous sommes à la base fondamentalement de gauche, c'est-à-dire que nous disions que le combat à mener, c'était celui de la justice sociale, et donc orienté de nouveau vers le collectif. Et on ne se posait pas tellement la question de savoir c'est quoi mon bonheur personnel. Tant et si même qu'à certains moments, je crois que je suis en décalage par rapport à d'autres des jeunes générations auxquelles il est parfois difficile d'avoir un dialogue tout à fait, comment dire, mais il peut être constructif, mais il y a des moments où on ne se comprend plus tout à fait. Voilà, j'en arrête là puisque j'ai répondu à ta question, Jean-Pierre. Moi, je vais rebondir sur une partie, une phrase dans ce livre qui m'a intéressée pour cause et qui résume un peu ou condense ce que vous êtes en train de nous expliquer. D'une certaine manière, le droit a perdu son caractère de surplomb et se contente aujourd'hui d'un accompagnement des mœurs au niveau sociétal. Et donc j'ai envie de poser aussi la question comme ça, la famille a-t-elle le droit, avec un grand D, d'évoluer ? Oui, alors ça c'est une question que je trouve tout à fait pertinente. Je crois qu'on répondrait spontanément oui, elle a le droit d'évoluer. Absolument. Et elle a peut-être même le devoir d'évoluer, elle aussi. Mais dans son devoir d'évoluer, la question se pose de savoir si nous assistons aujourd'hui à une désinstitutionnalisation de la famille uniquement, ou si nous assistons à une réinstitutionnalisation autrement de la famille. Et là-dessus, je ne suis pas sûr que la réponse soit facile ni simple, d'abord. Et deuxièmement,
il nous oblige du coup, si on prend vraiment cette question en compte, de nous réinterroger sur ce qui sont les indispensables, les irréductibles nécessaires à ce qu'il y ait une institutionnalisation, fût-elle autre, de la famille par rapport à d'où elle vient. C'est ça, moi, la question qui, comme analyste, je me pose, c'est qu'est-ce qui, au niveau anthropologique, est incontournable, irréductible. Il y a beaucoup de choses qui sont de cet ordre-là, que je ne vais pas développer ici, mais qu'on en parle un peu dans le livre quand même, qui viennent dire que ce n'est pas à n'importe quel prix qu'on peut accepter que ça se désinstitutionnalise, en espérant que ça se réinstitutionnalise autrement, parce qu'il faut pour ça qu'il y ait une certaine, entre autres, prévalence du collectif, qui reste présente. Il faut entre autres qu'il y ait un surplomb qui soit toujours quand même intégré dans la tête d'un chacun, d'un individu. Voilà. Et c'est là-dessus que nous posons, je crois, une série de questions, de nous interroger, de nous inquiéter, même, il faut le dire quand même un peu, du fait que c'est comme si, à travers cette évolution, la dimension du collectif, à l'intérieur de la tête d'un chacun qui participe à ce collectif nouvellement organisé, est-ce qu'il y a encore de la place pour le collectif dans cette façon de concevoir son individualité, sa psyché. Et ça, c'est très très important. Ce n'est pas une question anodine, une question qu'on peut évidemment balancer comme toutes les questions intéressantes qui se posent. Mais je pense que quand même, c'est une question essentielle de demander, cette évolution actuelle, a-t-elle induit ou induit-elle une sorte d'émancipation telle qu'il n'y aurait plus à se poser les problèmes du collectif comme tel? Ça, c'est embarrassant pour nous. Ça, c'est inquiétant pour nous. Et du coup, j'ai été aussi frappée que, alors que nous avons toute la partie du juriste qui écrit, vous parlez de loi. Oui. Vous parlez de loi, alors que ce n'est pas votre parti, ceci sans disrespect. Hein, attendez. Et vous parlez de loi en disant que pour chaque être, il devrait y avoir 3 lois non écrites, mais qui seraient l'autorité, l'altérité et l'antériorité. Alors, je ne sais pas si dans l'écriture que vous en avez faite, il y a une place plus importante pour le numéro 1, l'autorité, le numéro 2, l'altérité, l'autre, l'antériorité, ou si c'est simplement dans cet ordre-là que ça a été écrit sans qu'il y ait une idée préconçue dans l'ordre. Mais il n'empêche que la combinaison de ces 3 aspects, autorité, altérité et antériorité, renvoie également à ce que vous exposez très bien dans ce livre, tous les deux, la notion de la limite, quelque part, la limite. Et la limite, je dirais, moi je me suis posé la question, a-t-elle encore un sens et est-ce encore une valeur? L'altérité renvoie bien sûr à ces 2 notions que vous avez évoquées, que vous allez évoquer aussi, de la responsabilité et du respect. Hein. Et l'antériorité, ça m'a intéressée, parce que l'antériorité, je ne la vois pas comme quelque chose qui a existé avant et qui n'est plus là maintenant, comme vous venez de nous expliquer un peu l'évolution de certaines parties du droit, n'est-ce pas? Mais comme un référentiel, c'est ce que vous dites aussi, pour conserver, je ne sais pas si on peut dire des racines, mais conserver des repères dont on peut voir avec l'évolution aujourd'hui s'ils ont toujours justement un sens, une valeur, et s'ils peuvent aider à amener à d'autres sortes de limites qui ne soient pas vécues comme des pressions ou des oppressions, mais comme des garanties pour avancer. Oui, mais c'est moi qui peux répondre. Je pense que vous posez une question tout à fait pertinente à plein d'égards, que je résumerai moi comme suit. D'ailleurs, je m'amuse toujours parce que quand on rappelle mon premier livre qui a abordé ces questions, Un monde sans limite, on a l'habitude de mettre un S à limite. Or, moi, je n'ai pas mis de S. Non, moi non plus. J'ai mis la limite. Je n'ai pas mis de S. Ce n'est pas une question qu'il faut des limites, c'est qu'il faut le concept même de limite. Il est inhérent à la condition humaine, ce concept-là. Parce que le fait de parler, le fait d'être des êtres parlants, nous met d'emblée dans une contrainte qui doit d'ailleurs arriver à s'intégrer, à s'intérioriser pour chacun et par chacun, dans la contrainte de consentir à ce que l'objet réel, l'objet que l'on va rencontrer, ne sera jamais plus qu'un semblant d'objet.
C'est-à-dire qu'il va être frappé d'une sorte de deuil, de perte inéluctable. Il n'y a personne ici dans l'Assemblée qui va penser ou va me dire que moi je veux tel objet et quand j'aurai celui-là, je serai entièrement satisfait, c'est réglé. Non, ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons. L'être humain a perdu cette notion d'instinct qui caractérise l'animal et il est pris dans un jeu de paroles, de ce que ça signifie, avec d'énormes avantages, dont le fait d'être ici pour le moment. Hein, si on ne parlait pas, on ne serait pas là. Hein, bon. Donc c'est tout à fait déterminant. Mais ça vient du coup mettre comme une sorte de bémol à la possibilité de se débarrasser de toutes les mythes, justement. Puisqu'il y a quelque chose là qui ne correspond pas à la réalité clinique, concrète de tout ce qu'on entend. Et moi, quand je prends mes trois petits exemples que vous avez rappelés là, mes 3 lois non écrites, c'est simplement pour dire que, alors c'est un petit jeu de mots, vous savez, il y a quelques années, on parlait beaucoup de la loi des 3A, qui était ce qui venait donner un statut à l'évolution économique. Bon, c'est pour ça que j'ai appris antériorité plutôt que temporalité, ça pourrait être la temporalité. Mais comme par exemple le rapport à l'altérité, voilà quelque chose d'essentiel. On oublie, moi je suis comme analyste obligé de le rappeler sans arrêt, que nous sommes tous construits à partir des premiers autres qui nous ont construits eux. Il n'y a personne qui peut contredire ça. Alors vous avez beau dire, moi je me suis fait tout seul, moi je suis arrivé par moi-même, moi je suis un self-autodidacte, tout ce que vous voulez, c'est une jolie expression pour vous si vous y tenez, mais ça dément, ça dénie la réalité dans laquelle vous êtes construits, dans laquelle nous sommes tous construits, et dans laquelle vous avez dû faire tout un travail, nous avons chacun dû faire un travail pour essayer de nous dégager aussi. Il y a une implication parfois forte de la part de l'environnement familial qui vient mettre à mal certains sujets, évidemment. Et donc tout le travail, ça consiste à le repérer, l'identifier, pouvoir s'en dégager. Et ça fait partie de ce que j'appelle la dimension d'altérité, qui du coup est au-delà de la différence. Parce que François Julien a écrit un petit livre sur l'altérité que je conseille de lire, parce qu'il est tout à fait passionnant, et où il nous dit bien que penser altérité, ça veut dire qu'on pense à partir de l'autre. Penser différence, c'est toujours par rapport à soi-même. Bon, eh bien, la construction d'un individu sujet humain, elle passe d'abord, pas par lui-même, par l'autre, par les premiers autres qui l'ont rencontré. C'est ça que moi je donne comme définition de l'inconscient d'ailleurs. L'inconscient, c'est pour moi les traces, parfois toujours actives, de comment est-ce que l'enfant s'est construit, comment est-ce que le sujet s'est construit dans le rapport aux premiers autres qui l'ont entouré. Et ça, c'est quelque chose d'irréductible. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Ça fait limite, du coup, on voit bien. Et vous pouvez dire la même chose pour la question de l'autorité, parce qu'on voit bien aujourd'hui que le vœu extrêmement horizontal que nous avons de fonctionner tous dans nos capacités de pouvoir participer à une sorte d'égalité généralisée qui actuellement est très survalorisée, ne vient pas, enfin, elle a la tendance de faire rendre insupportable toute position un peu d'exception, un peu qui sort du cadre, un peu qui vient dire, ça vaut pour le directeur, ça vaut pour l'instituteur, ça vaut pour tous les niveaux, elle rend ça presque insupportable. Mais attention, si vous n'arrivez plus à tolérer la place de l'exception, vous allez vous condamner à devoir vous interdire de parler de votre propre chef. Parce que si vous parlez de votre propre chef, c'est une place d'exception que vous occupez. Puisqu'il n'y a personne qui vient dire à l'avant vous ce que vous avez dit. Mais vous le dites, vous le soutenez. Donc c'est quelque chose d'absolument important. L'autorité aujourd'hui, je pense que contrairement à ce qui circule aussi beaucoup, elle est toujours porteuse d'inégalités insupportables, etc. Non, elle est constitutive et elle est même ce qui permet d'échapper à l'abus de pouvoir, paradoxalement. Une autorité bien comprise, évidemment, pas un autoritarisme. Et nous sommes, par exemple, là, nous nous sommes dégagés d'une éducation autoritaire. C'était du temps de Freud, c'était l'éducation autoritaire, 1900. C'est fini, c'est terminé. Plus personne n'adhère à ça. Mais attention, passer au modèle d'éducation qui serait sans limite, qui serait on ne peut plus venir dire non quelque part parce que c'est traumatiser celui à qui on adresse ce non, ça c'est une aberration. Ça me semble être une aberration. Or, c'est fort présent dans le discours social aujourd'hui de ne plus pouvoir venir dire non, parce que dire non, ce serait s'opposer au développement de la singularité de quelqu'un.
et je ne vais pas développer plus loin pour l'antériorité, mais ça renvoie quand même à la généalogie, effectivement, à l'histoire familiale d'un chacun, qui est tout à fait à prendre en compte. Voilà 2-3 réponses comme ça pour vous. Alors, on va renvoyer le mot autorité à l'autorité de la loi. Peut-être allez-vous nous dire quelque chose en la matière. Oui, parce qu'effectivement, ce que nous avons essayé dans cet ouvrage, c'est de vraiment amener un dialogue, et on se répondait l'un à l'autre, et par rapport à la question que vous avez posée et par rapport à ce que Jean-Pierre vient d'expliquer, j'ai évidemment été extrêmement frappé. Je n'ai pas pu m'empêcher, n'est-ce pas, de reproduire cette phrase dans un certain nombre de mes contributions, et je l'ai reproduite dans l'ouvrage. Vers les années 2005, c'était dans 2005, oui, un sénateur socialiste en Belgique. Et de nouveau, je fais le lien avec ce qui, par rapport au projet économique et social qui était celui par exemple, du Conseil national de la résistance, ce sont en principe les partis de gauche qui ont projeté l'idée qu'effectivement on devait organiser la justice sociale en imposant des règles. Eh bien, un sénateur socialiste est venu expliquer que lorsqu'il s'agissait de la vie privée et familiale, il y avait 2 types de sociétés. C'est sa phrase exacte. Il y a 2 types de sociétés. Celles qui imposent leur propre vision et celles qui n'imposent plus rien à personne. Et moi, je suis favorable à la seconde option, qu'on n'impose plus rien à personne. Bon, alors, à ce moment-là, on pourrait se dire, mais et le Parlement, alors quel est son rôle, si c'est chaque fois, n'est-ce pas, de supprimer toute règle, de supprimer toute imposition? Mais enfin, voyez bien que c'est une tendance, malgré tout, qu'on entend aussi par rapport à l'enfant, par rapport à d'autres situations de notre planète. Est-ce qu'on va pouvoir imposer aux êtres humains des contraintes liées à la nécessité de nous faire vivre sur une planète habitable? Ou bien est-ce qu'on va attendre que chacun y adhère spontanément, volontairement, sans rien imposer à personne? Donc c'est une question générale, hein. Mais donc cette idée qu'il n'y a plus rien à imposer à personne, elle est fondée, alors de nouveau on comprend parce qu'il y a eu peut-être tellement d'impositions ou tellement de négations des singularités individuelles qu'à un moment donné, n'est-ce pas, eh bien il a fallu d'une certaine façon à la fois libérer les pressions et permettre à chacun de s'émanciper, comme on l'a dit, c'est-à-dire de trouver sa propre voie. Alors, de nouveau, tout cela peut se comprendre et on rejoint la phrase de Freud. Mais enfin, malgré tout, venir soutenir qu'il n'y a rien à imposer à personne. Et alors, justement, je vais prendre un exemple et puis je vous redonne la parole. Lorsque la loi belge a libéralisé le divorce, de manière, je dirais, très radicale, parce que dorénavant, on peut divorcer pratiquement sans limite sur base de la simple décision qu'on prend soi-même. Lorsque la loi belge a libéralisé le divorce, la ministre de la Justice qui portait ce projet a défini le mariage comme étant devenu un pacte au jour le jour. Alors je m'amuse un petit peu avec mes étudiants en leur disant il y a quelque chose de romantique dans tout cela. Effectivement, chaque matin, je me lève et je dis à ma femme, est-ce que nous nous aimons toujours bien, ou est-ce qu'on dénoue le pacte? Bon, mais alors, ce qu'elle voulait dire, c'était une ministre au surplus pour laquelle j'ai du respect, d'autant plus qu'elle portait en quelque sorte la voix de beaucoup de femmes, c'était d'inscrire dans notre société l'idée selon laquelle eh bien, on doit pouvoir effectivement se dégager d'un mariage, parce que le discours mâle qui consiste à dire que tu ne me quitteras pas, c'était effectivement insupportable, qu'une femme n'a pas le droit de quitter son mari, ça existe encore, ça a longtemps. Bon, mais alors, voilà, d'une certaine façon, on est passé dans l'extrême inverse, et ça rejoint la notion d'altérité. C'est que, oui, bien sûr, on peut inscrire dans la loi que désormais, chacun a le droit indéfectible de divorcer, de dire à l'autre, le lendemain ou le matin même, je te quitte. Bon, je crois qu'effectivement, on peut considérer qu'il y a là un droit. Mais, comment est-ce possible qu'on ait pu, à ce moment-là, considérer que c'est ce droit-là qui allait l'emporter sur toutes autres considérations? Or, un couple, qu'il soit marié ou pas marié finalement, mais un couple, c'est une réalité qui s'est constituée sur des tas de plans, sur le plan affectif, sur le plan patrimonial, sur le plan économique. N'est-ce pas, Robert Neuberger parle de la maison couple, c'est-à-dire de tout un environnement qu'on a créé ensemble et qui nous détermine et qui va avoir un impact sur notre vie. Eh bien, la plupart des psys qui ont été interrogés au Parlement belge à ce moment-là sont venus dire, attendez, oui, bien sûr, il y a un droit au divorce, mais à condition
qu'on se préoccupe d'en organiser les conséquences pour l'autre, pour les enfants, et peut-être aussi d'ailleurs pour ces familles respectives, parce que c'est toujours un choc aussi pour les familles respectives. Donc c'est précisément l'introduction de l'altérité dans une décision individuelle qui est tout à fait respectable. Eh bien, c'est là précisément que je rejoins tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire comment passe-t-on de la reconnaissance de nos droits, en quelque sorte, de nos exigences personnelles, à précisément le fait de prendre en compte que dans toute décision que l'on prend, il va y avoir non seulement un impact pour les autres, mais il y aura peut-être même un impact sur le plan collectif. Eh bien, cela, c'est devenu quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus difficile à penser, y compris dans le discours politique. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, nous échangions tout à l'heure et j'ai demandé la vérification de ce que j'avais bien compris dans ce livre, qu'en Belgique, ils n'ont plus le divorce pour faute. Alors ça, c'est quand même important parce que nous l'avons toujours. Je n'ai pas dit que c'était une bonne chose de l'avoir supprimé ou de l'avoir gardé, mais c'est quand même aussi au niveau d'une conception de ce divorce, quelque chose qui existe encore. Mais à contrario, par contre, nous avons en France maintenant la privatisation complète de la décision de divorcer. Alors que ce soit dans la notion du divorce judiciaire ou dans la notion du divorce conventionnel, c'est-à-dire avec l'accord complet des gens, ce qu'on appelle en France le divorce sans juge. Je trouvais très amusant d'ailleurs que ce divorce, on ne l'appelle pas le divorce sur décision des personnes, mais le divorce sans juge, comme si on se libérait là aussi du juge, en se libérant de son homme ou de sa femme. Mais tout ça a pour effet, en effet, que dans le droit français, par contre, toutes les conséquences doivent être abordées et traitées, que ce soit dans le divorce avec un juge ou pas, au niveau, entre autres, vous le disiez, des enfants et même parfois du patrimoine. Mais je vais rebondir encore sur une autre phrase, toujours dans l'esprit de ce que vous échangez et de ce que nous échangeons. Est-ce cohérent dans une société que les demandes individuelles soient susceptibles, en définitive, de faire la loi? Et donc, quelque part, si les demandes individuelles font la loi va donc avoir une force, mais alors elle va avoir aussi un pouvoir collectif. Et ce pouvoir collectif de la loi, pour reprendre le mot collectif, qui va partir d'une demande individuelle, est-ce que là aussi, ce n'est pas une espèce de refonte des règles de la famille? C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, la loi, moi aussi, avec ce que j'en ai avalé quand j'étais à fac de droit, dans ce que j'ai pu en pratiquer en tant que divorce, on se référait d'abord à la loi et on voyait éventuellement comment on pouvait adapter la situation en fonction de la loi. Et maintenant, en effet, les personnes veulent d'abord trouver la situation qui leur convient, et la loi va servir à trouver la solution la plus adéquate. Il y a cette espèce de, vous avez appelé ça un retournement, on peut l'appeler en effet, ou revirement, enfin je ne sais pas. Il y a une fonction de la loi, et en même temps, les gens veulent la loi aussi. Surtout quand ils considèrent qu'elle va leur apporter beaucoup, pour eux, par rapport à l'autre. Ce qui est une façon d'utiliser la loi pour nier l'altérité de l'autre. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais non, vas-y aussi, vas-y. Non, je ne pense pas. Justement, c'est ça la difficulté, c'est ça que tu expliques très bien, c'est cette position de surplomb de la loi ou de tout autre type d'institution. On en parlait tout à l'heure, vous êtes médiatrice familiale, j'ai aussi contribué à la formation de la médiation familiale. Pour moi, la médiation familiale, c'est quelque chose, sans doute, qui traduit une évolution de notre société au sens où on rend les personnes responsables d'élaborer elles-mêmes les solutions qui va concerner leur divorce ou n'importe quel type de litige familial, parce qu'on associe la médiation familiale au divorce et à la séparation, mais il y a la médiation familiale dans n'importe quel type de litige. Une famille, des enfants qui sont en train de devoir placer un de leurs parents et cela génère des litiges entre eux, c'est une très belle occasion de mener une médiation familiale, et à cette occasion-là, on va pouvoir effectivement se reparler, peut-être comme on ne s'était plus parlé depuis longtemps. Bon, donc la médiation familiale, c'est rendre les personnes responsables, je dirais, de leur choix et de leurs projets personnels, mais aussi familiaux. Donc, magnifique. Mais ce qui se passe dans une médiation familiale, c'est qu'on réinstitue précisément, non plus la loi,
mais on réinstitue du tiers. C'est ça que tu appelles une position de surplomb, c'est-à-dire quelqu'un qui, par rapport à l'affrontement duel, ou éventuellement entre deux frères et leurs sœurs, ou trois frères entre eux, ce n'est pas nécessairement un affrontement qui ne vise que deux personnes, mais par rapport à ce qui pourrait être l'affrontement des revendications individuelles, des positions individuelles, vient précisément introduire un espace tiers qui va amener les personnes à se dégager a priori, n'est-ce pas, de leur seule vision strictement individualiste des choses pour peut-être écouter et comprendre qu'il y a un autre point de vue que le leur. Alors, en ce sens-là, la médiation familiale vient en quelque sorte jouer le même rôle, la même fonction que la loi qui, d'une certaine façon, émanait d'une décision prise au Parlement ou par des juges. Bon, alors évidemment, elle est donc moins autoritaire et le grand avantage qu'on présente de la médiation familiale, c'est qu'on essaie de s'orienter vers une solution qui sera précisément acceptée et donc elle n'est plus autoritariste, n'est-ce pas ? Bon, mais il reste quand même, alors ça c'est mon point de vue, et je suis tout prêt à en discuter, et je cherche moi-même un peu à me positionner par rapport à tout ça, c'est jamais simple, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, je viens d'un autre monde, donc il s'agit d'évoluer en même temps, et puis de percevoir à la fois les avantages et les risques, mais je continue à penser qu'une société doit pouvoir à un moment donné venir mettre aussi des limites, voilà. Des limites dans une loi, parce que c'est la loi qui vient imposer les limites. Et que l'on décide, pour reprendre encore un autre, que par exemple, sur le plan, compte tenu des exigences aujourd'hui, n'est-ce pas, que nous impose la durée de vie sur Terre pour tous, eh bien, qu'on impose des règles très strictes sur la possibilité de voyager en avion, de supprimer les jets privés. Bon, je crois que la loi, là, et les hommes politiques, mais ils sont eux-mêmes en très très grande difficulté d'imposer quelque chose. Ils font l'objet de tellement de pression qui viennent de tellement de groupes, n'est-ce pas, qui expriment des projets individuels qu'ils n'y arrivent plus. Je ne les critique pas trop parce que c'est eux qui sont maintenant aujourd'hui malmenés. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'hommes politiques qui reçoivent des lettres de menaces et d'injures quand ils osent prendre une position donc c'est devenu extrêmement difficile d'occuper cette place d'autorité. Oui. Ça, c'est ce que tu as bien expliqué avec, dans l'ouvrage avec Alain Hérali. Oui, mais je trouve que c'est absolument important de repérer cette contradiction forte qui est en train de nous mettre à mal, à savoir que dans le monde d'hier, il est évident que le social avait sa fonction d'universaliser et donc d'exiger que l'on renonce partiellement à son individualité au profit du collectif, c'est clair, c'est établi. Aujourd'hui, il y a un paradoxe, c'est que l'individu est invité, voire incité, à trouver sa propre voie. Il n'est pas dit, pour autant, que ça reste une exigence sociétale. Or, c'est un paradoxe, cette affaire-là, parce qu'il y a une exigence de société qui aujourd'hui fonctionne, qui impose, d'une certaine façon, à ce que l'individu trouve sa voie, et ce qui, d'une certaine manière, est intéressant, sauf que quand l'individu se retrouve à cette place-là lui-même, il oublie complètement qu'il est toujours sous la férule d'une exigence collective, mine de rien, qui a changé par rapport à auparavant, et qui donc ne laisse plus apparaître la contradiction qu'il y a entre son exigence individuelle et l'exigence civilisationnelle. Or ça, c'est très compliqué, parce que Freud aussi, là-dessus, il y a une page tout à fait que je trouve remarquable, parce qu'il dit très bien... Le remplacement du pouvoir de l'individu par celui de la communauté, c'est cela qui constitue le pas décisif vers la civilisation. Donc, on n'est pas tout seul. Quand on est tout seul, on est tout à fait libre de faire ce qu'on veut, qu'on le croit, ou peu importe. Mais là, on est en deçà de toute civilisation. Quand on se met à collectivement devoir fonctionner ensemble, ben, il y a toute une série de choses qu'il faut acquiescer, accepter, endosser, qui est tout le travail en général amené par l'éducation. C'est là qu'il amène, à rendre ça possible pour un sujet. Eh bien, voilà que cette dimension-là, elle est en train d'être comme éclipsée derrière un mot d'ordre qui circule sans le savoir et qui est de dire favorisez votre individualité, émancipez-vous, mais on ne vous dit pas que cette émancipation, elle est tributaire d'une règle collective désormais pourtant à l'œuvre.
Et donc, elle vous laisse croire que du coup, l'émancipation est parfaite, allez-y, affranchissez-vous de tout et c'est possible. Or, c'est une impasse, c'est ça qui est une impasse. Et malheureusement, en plus, lorsqu'un individu souhaite faire avancer sa propre perception, Freud le reprend aussi très bien, on ne sait pas d'emblée si c'est au service de son narcissisme ou si c'est vraiment au service du collectif. Ce n'est pas du tout certain que ça ne va pas être simplement au service de sa propre valorisation de lui-même, etc. Ça prend du temps pour savoir si ce que tel a voulu, finalement, il le voulait pour l'ensemble du collectif, pour une amélioration, ou bien s'il, par là, il survalorisait sa propre perception des choses. Eh bien, tout ça, c'est à l'œuvre aujourd'hui de manière très fine, très profonde, et met en difficulté, je trouve, le fait de ce que le droit, on se demande, mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a le chapitre que nous avons appelé « Progrès ou démission du droit ». Parce que quelle est la fonction du droit là-dedans? Est-ce qu'elle est de suivre les mœurs, comme on dit? Certainement que c'est juste, qu'il faut qu'il suive les mœurs. Il ne faut pas qu'il reste rigide dans sa position. Mais néanmoins, il a quand même une position de recul à garder, qui est pour moi une position anthropologique forte du droit. Est-ce qu'il doit garder cette position de recul? Et si on est d'accord pour dire qu'il doit garder cette position de recul, encore faut-il que ceux qui l'appliquent aient les moyens de pouvoir le faire. Ce qui n'est pas garanti d'emblée, dans la mesure où on est dans un contexte où tout qui occupe une position de surplomb va être immédiatement mis à mal. Donc, voilà, ces questions-là qui sont des questions, je trouve, très fines, très, très, très importantes aujourd'hui, qu'on a l'air de ne pas prendre en compte pour pouvoir trouver une issue qui, quand même, va bientôt, de près ou de loin, s'imposer. Mais c'est ce que vous avez évoqué aussi, je crois que c'est dans une note qui a été faite par vous-même par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme, la notion de droit à, oui, qu'on peut mettre en corollaire ou en face de la notion de droit de. J'ai le droit de faire quelque chose parce qu'il y a un texte qui me l'autorise, mais est-ce que j'ai droit à obtenir la chose que le texte ne me permet pas forcément immédiatement? C'est-à-dire, j'ai beaucoup aimé aussi ce que vous avez écrit donc, dans ce livre sur l'individu, donc sa reconnaissance de son seul moi-même, que vous avez écrit moi-même, M-E-M-E, et entre parenthèses, moi-même du verbe aimer. Et voilà. Et on peut se demander aussi si justement ce moi-même, s'il va jusqu'au bout d'une première perception qu'on pourrait qualifier égoïste ou égocentrique, va finir parce que l'individu va finir par s'aimer vraiment aussi. Parce que là, c'est certaines de ces apparentes exigences que certains textes de loi ont entérinées. Bon, on ne s'approfondira pas sur le sujet, mais je pensais, et dont vous en parlez beaucoup aussi, sur la loi sur le transgenre, le transsexualisme, etc. Est-ce qu'à un moment donné, ce désir de vouloir va être comblé par le droit, et en admettant qu'il le soit, par le droit et la société, je monte d'un cran, et en admettant qu'il le soit, est-ce que ça va vraiment être satisfaisant ou déstructurant? Vous savez, vous avez prononcé des mots qui déjà demanderaient toute une explicitation. Désir, envie, vouloir. Bon, c'est pas du tout la même chose. Le vœu de quelqu'un, l'envie de quelqu'un, ça n'a rien à voir avec la question de son désir. Le désir inconscient, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est, je ne vais pas développer ici, peu importe, mais en tout cas, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a une confusion entre tous ces termes. Si quelqu'un a envie de quelque chose, ça peut devenir sa volonté, et on va le faire passer pour être de l'ordre d'un désir. Mais ce n'est pas du tout un désir, ça. C'est une envie, peut-être qu'il a, peu importe, et elle peut être légitime d'ailleurs, la question n'est pas là. Mais de nouveau, la question est comment va répondre le collectif à ça? Il répond par le droit, justement. Mais est-ce que le droit garde cette fonction anthropologique, pour moi, forte, de venir permettre à identifier qu'il y a des désirs qui ne sont pas la même chose que l'envie, et que l'envie n'est pas le désir. Enfin, donc on rejoint là des questions à la fois d'anthropologie du droit, mais des questions aussi pour moi psychanalyste. On me dit, mais attendez, on avait fait un progrès là, tout à coup, de se rendre compte que le moi, c'était pas le sujet, c'était pas ça. Eh bien, voilà que tout désormais, on est en train de nous dire que le moi, c'est ça qui compte, c'est ça qui importe, c'est ça qui est déterminant. Mais c'est d'un simplisme mortifère. Hein.
parce qu'il risque surtout d'amener à ce qu'on soit en grande difficulté avec ce type de conception. Et pourtant, dans certains textes, en particulier la loi sur l'autorité parentale qui est sortie en France en 2002, on a introduit 2 notions qui ne sont pas des notions juridiques. La première notion qui a été que, je résume l'esprit du texte, qu'on va se concerter avec l'enfant quand on a des décisions qui vont être prises et qui vont le concerner, tout en considérant quand même que c'est des parents qui prennent la décision in fine. Et puis, on a introduit aussi, quand les parents se séparent, cette notion du respect de l'autre parent, de l'autre père ou de l'autre mère, enfin de l'autre parent au sens large du mot parent, et avec la possibilité pour le juge de sanctionner celui qui ne respecterait pas l'autre. Or, on voit que la loi, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existait pas avant, en tout cas sur le droit de la famille, a pris en considération des notions psychologiques qui apparemment ne rentrent pas dans les textes de loi. Un texte de loi, c'est pas psychologique. A priori, ça peut avoir des effets psychologiques, mais c'est pas psychologique au départ. Donc il y a quand même aussi, là, vous parliez de confusion. Je ne dirais pas qu'il y a une confusion dans ces notions-là, mais il y a des orientations du regard du droit qui, en effet, même au travers des fonctionnements dans la famille, vont tenir compte, ou voudraient que les gens tiennent compte de ces notions-là. L'altérité, le dialogue, le respect. Ça, c'est quand même positif. Ah bah oui. Ah oui. Non, mais attendez, je m'excuse. Oui, vas-y. Non, mais là, effectivement, donc, dans notre ouvrage, rassurez-vous, on met en évidence tout ce qu'il y a eu d'une évolution exceptionnelle à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Exceptionnelle, que des tas de déshérités de la planète ne peuvent pas vivre et ne vivront peut-être pas dans les non seulement prochaines années, mais même les prochaines décennies. Tout ce qui se passe dans les pays totalitaires est totalement inquiétant. Donc, alors, nous avons eu la chance de vivre quelque chose d'exceptionnel et qui se traduit dans des règles de droit comme celles que vous venez de rappeler, parce que le droit a aussi une fonction symbolique, et même s'il ne s'est pas fait respecter en tant que tel, n'est-ce pas, ce comportement, rien que de l'inscrire dans la loi, c'est évidemment fondamental. Et cette évolution exceptionnelle, c'est précisément de prendre en compte ce que dans des textes, comment dirais-je, internationaux, on a pu appeler la dignité de chaque être humain, c'est-à-dire le respect de sa singularité, le respect de sa spécificité, et tout l'environnement que le monde psychosocial est parvenu à créer en mettant en place des consultations qui tendent à respecter la personne et à essayer de prendre en compte son cheminement personnel. Enfin, tout cela est exceptionnel à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Donc notre démocratie occidentale est d'une certaine façon le ferment de choses magnifiques. Et en même temps, et c'est là que nous nous interrogeons, nous sommes interpellés quotidiennement, mais les psychanalystes encore plus que les juristes, mais par exemple les juges de la famille que je connais bien, puisque je les fréquente aussi, au sens où je suis resté avocat, mais aussi parce que nous tenons des séminaires, les juges de la famille viennent nous dire, mais les gens vont pas bien. Les gens vont pas bien. Et le monde psychosocial nous alerte en disant mais on ne sait plus faire face à toutes ces demandes de personnes qui ne s'en sortent plus. Et je lisais encore dans le dernier journal belge que j'ai lu avant de partir, les pédopsychiatres viennent expliquer qu'ils ont énormément de jeunes filles en grande difficulté et qui emploient presque systématiquement le même mot, je ne trouve pas ma place, je ne trouve pas ma place. Bon, alors, donc tout cela c'est interpellant et c'est précisément cela que nous interrogeons. Quel est le moment à partir duquel nous avons peut-être basculé dans une manière de penser et de vivre qui nous a fait oublier précisément qu'il y a à créer du commun, à créer pour chacun, et que c'est une responsabilité collective de donner à chacun sa place. Là, évidemment, c'était le grand avantage du système familial tel qu'il existait il y a 50 ans, c'est qu'on recevait d'emblée une place. On recevait d'emblée une place, on recevait d'emblée une identité qu'on n'allait pas discuter. Alors effectivement, on ne la discutait pas, mais au moins on en avait une. Et d'une certaine façon, on allait vivre avec cela. Bon, à partir du moment où on est venu dire mais non, parce que donner une place, c'est autoritaire, c'est une imposition, précisément. On vous l'a imposé. On va pas discuter de ça non plus ici, mais à propos du sexe, on dit aujourd'hui, ça vous a été assigné, comme si c'était quelque chose qui vous était, que la société avait imaginé pour vous affubler de quelque chose que vous n'avez pas pu créer vous-même. Bon, donc, alors,
il y avait là quelque chose qui rassurait. Or, effectivement, créer un monde dans lequel il n'y aurait plus de repères, dans lequel il n'y aurait plus de choses que l'on essaye de créer ensemble et de dire pour tous. D'ailleurs, c'est un peu le projet qui avait été celui, moi je m'adresse à des Français ici, c'était quand même celui qui était le projet de la République. Quand on parle de valeurs républicaines, ça renvoie quand même à ce qu'on a essayé de créer comme espace collectif. Bon, eh bien, il y a là quelque chose qui serait renvoyé à chaque individu à titre personnel comme une injonction de la société et qui mettrait énormément de personnes en difficulté. Et alors on essaye d'y pallier par des institutions, par toute l'aide psychosociale qui est évidemment en même temps formidable, mais les personnes sont débordées elles-mêmes et le nombre de burn-out dans la magistrature, le nombre de burn-out dans le monde des hôpitaux, le nombre de burn-out, ce sont des personnes qui généralement viennent dire « j'y arrive plus, je suis dépassé ». Alors, bon, donc voilà, il y a là vraiment une question sociétale, c'est cette question-là que nous interrogerons dans notre ouvrage. Ça touche d'ailleurs tout à fait quelque chose sur lequel il faudrait quand même qu'on regarde de plus près, c'est tout l'éducationnel aujourd'hui, qui est en grande difficulté. Toute l'éducation est en difficulté. Pas parce que les parents sont des mauvais parents ou des démissionnaires, moi je ne pense pas ça du tout. Je pense que simplement parce que c'est très difficile dans le monde actuel de soutenir, de prendre une position différente, de place différente. Ça n'est pas du tout... Il n'y a plus de quoi ? De dire non, par exemple. C'est très difficile, à tel point que moi, ma thèse que je soutiens pour le moment, c'est que nous sommes la première société au monde qui est en train de ne plus demander à ses enfants de grandir. Dans leur tête, je veux dire. Bon, ça n'est jamais arrivé. Parce qu'il faut se rendre compte que ce que tu révoques de la place que tu reçois dans le modèle ancien, aujourd'hui, c'est très bien de défixaliser, on pourrait dire, cette place, de lui laisser plus de mobilité. Mais par contre, si l'enfant ne reçoit pas de place, il a tendance, et c'est tout à fait logique, à prendre toute la place et à les occuper toutes. Et il n'y a rien de plus angoissant pour un enfant que de pouvoir prendre toute la place. Tous les pédopsychiatres actuellement ont affaire à ce type de consultation où les parents viennent chercher comment est-ce qu'on fait, parce qu'il a l'impression que c'est lui qui occupe tout le terrain, qui occupe toute la place, et il n'est plus limité par ses instances parentales habituelles, et donc du coup, parce qu'elles-mêmes se sentent délégitimées par le discours sociétal ambiant, et donc du coup, il n'y a plus moyen d'arriver à tenir une position relativement correcte, qui ne demande pas une position d'être autoritaire, ce n'est pas du tout la question, mais simplement de pouvoir recadrer. Et c'est paradoxalement plus facile de pouvoir trouver sa place quand on en a reçu une, quitte à devoir la quitter parce qu'on en veut une autre, que de trouver sa place quand plus rien ne vient vous la mettre, vous la limiter et dire que vous n'avez qu'une place et que vous n'occupez pas toutes les places. Et bien paradoxalement, c'est encore plus compliqué. Tout à fait. Alors avant de donner la parole à la salle, j'avais envie de revenir sur les questions que vous allez nous échanger. J'avais envie de finir une partie d'une phrase de ce livre où vous dites accepter de se poser chaque fois la question est-ce que ce que je dis, fais et entreprends est aussi juste pour tous que pour moi? Et je trouve que cette question, si on se la posait un petit peu tous les jours, ça ferait du bien à nous et aux autres. Alors, je pense qu'on va laisser la parole à la salle. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule ou si on va vous entendre. Je peux faire passer un micro, si vous voulez, au fur et à mesure. Tu prends le micro, peut-être? Merci, Anne. Oui, moi, je me retrouve tout à fait dans tout ce que vous avez dit, parce que je suis psychologue et dans les consultations, effectivement, je suis confrontée à ce que vous dites. Mais moi, je pense quand même qu'il y a... le collectif, j'ai l'impression qu'il va revenir parce qu'on va y être obligé. Je pense que d'ailleurs, c'est les jeunes d'ailleurs aujourd'hui qui, avec l'écologie, commencent à ouvrir le débat, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que l'angoisse qui naît avec ce qui se passe actuellement au niveau de l'écologie, etc., va nous obliger à aller vers le collectif. Je crois que où on ira vers le collectif, où on va disparaître. En fait, en exagérant un petit peu. Donc je pense que le collectif, et c'est heureusement, je crois il va revenir, mais peut-être sous une forme différente, ça c'est sûr.
Moi, je serais à la fois d'accord avec ce que vous dites, spontanément comme ça, parce que je crois qu'il faut d'abord faire confiance, quand même, à la jeunesse de notre temps. Quand on était jeune, on est deux vieux, hein, des ringards, tout ce que vous voulez, on est terminé. Mais il est évident que quand on était jeune, on n'était pas du côté de ceux qui étaient d'accord avec tout ce qu'on était contre. Donc on était très opposés. Mais la différence qu'il faut repérer, c'est que nous avions une génération au-dessus qui tenait le coup. Bon. Alors qu'aujourd'hui, le problème, c'est que souvent, la génération du dessus ne tient plus le coup à cause du malaise dans lequel elle est prise. Ça a quoi comme conséquence? C'est qu'il n'y a plus de transgression. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contestation, il y a de ce que j'appelle de la récusation, on peut s'en foutre, et il n'y a plus de transgression, parce qu'il n'y a plus rien à transgresser. Donc c'est ça qui est... Et là, quand vous sollicitez, que vous espérez du collectif qui revienne, j'espère que vous avez tout à fait raison, n'empêche que le collectif ne pourra revenir que parce qu'il a pris sa place dans la tête d'un chacun. Et c'est là que nous sommes en difficulté aujourd'hui. Je crois que toute cette évolution a fait que cette place du collectif dans la tête individuelle d'un chacun, elle est très fragile. Elle est très fragile. Et on va voir comment on va faire. Par rapport à une question que je vais vous poser, ce qui est nouveau, je pense, aujourd'hui, c'est que l'opinion l'emporte sur le droit. Elle est d'une puissance inouïe, ça veut dire avec les réseaux sociaux. Et toute la question aujourd'hui, elle est là, comment faire pour réhabiliter le droit, c'est-à-dire pour que le droit l'emporte de nouveau, récupère sa place, pour que l'opinion n'occupe plus cette place qui est extrêmement dangereuse, avec une résonance où les gens sont condamnés avant même d'être jugés, voilà, ainsi de suite. Je serais assez d'accord avec vous, et encore une fois, cela ne concerne pas du tout que la famille. Hein. Je lisais de nouveau j'apprenais plutôt, parce que c'était une émission de radio. On a quand même encore une émission de service public, notre radio belge francophone. Nous venons d'apprendre que la Commission européenne, quand elle interdisait à tous ces fabricants de pesticides, de toutes sortes de crasses que l'on met dans nos champs, d'encore les utiliser, eh bien, a en contrepartie permis à ces firmes de les exporter dans les pays pauvres. Et donc a interdit leur utilisation sur le sol européen et en compensation leur a permis de les exporter. Alors, quand on découvre ça, il faut dire que la personne qui venait parler de ça, elle tombait elle-même, le journaliste tombait lui-même de sa chaise. Hein. Bon, mais alors ça, c'est exactement ce que vous pointez, c'est-à-dire que, mais en même temps, c'est ça la démocratie. Donc, ne crachons pas non plus sur ce que est notre système. On a tellement souvent dit, c'est Churchill, hein, que c'est le moindre des mots, la démocratie. Donc, quand on voit ce qui se passe en dehors de chez nous, préservons-la, préservons-la, préservons-la. Alors, il y a tellement l'objet, les hommes politiques et les femmes politiques font tellement l'objet de pressions de toutes sortes, que ce soit les lobbies, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les menaces, que ce soit que ça doit être extrêmement difficile aujourd'hui de parvenir, mais de nouveau, c'est une question de structure psychique générale, de parvenir à se replacer dans une position de surplomb, n'est-ce pas? Donc, ils sont eux-mêmes pris dans une logique qui est celle de leur réélection, de celle de leur soumission aux pressions qu'ils subissent. Donc, alors, quelle est la solution? Quelle est la solution? Au niveau mondial, on a échoué. Hein. L'ONU, malheureusement, aujourd'hui, est en déshérence. On n'a pas su empêcher cette guerre horrible, et on ne sait pas empêcher une guerre horrible au Soudan. On ne sait pas empêcher, on ne sait plus s'entendre au niveau mondial. Ce droit de veto des grandes puissances à l'ONU, c'est une catastrophe totale avec le recul aujourd'hui. Mais donc, là, il y a une menace véritablement sur notre ordre mondial. Mais donc, moi, je pense qu'il n'y a qu'une seule réponse à cela, c'est le courage. C'est le courage. Et d'une certaine façon, nous savions que nous prenions un petit risque en parlant comme on l'a fait dans notre ouvrage. Je remercie d'ailleurs la maison d'édition RS qui nous a ouvert ses portes sans la moindre hésitation. Mais je pense qu'il n'y a qu'une seule réponse pour chacun d'entre nous dans notre vie de tous les jours, c'est le courage. Le courage de dire, écoutez, non,
à certains moments, il faut pouvoir être capable de se préoccuper de l'intérêt général et de ne pas céder à des pressions qui émanent de ces revendications individuelles. Donc le courage à tous les niveaux, que ce soit dans l'éducation de l'enfant, que ce soit à l'école, que ce soit dans le courage. Mais je n'ai pas beaucoup avec ça, on n'est pas peut-être très avancé, mais c'est ce que nous essayons d'adopter, nous, dans notre... Et ce que j'ai essayé de faire avec mes étudiants, c'est-à-dire je ne les contraignais pas à penser autrement, mais j'essayais de leur dire, il y a quand même une difficulté dans la façon dont on pense aujourd'hui. Et pour rebondir, si vous permettez, sur cette notion de comment le droit peut-il encore avoir une valeur et un sens, et du courage, et merci d'avoir employé ce mot, je pense qu'il y a quand même des personnes dans le droit. Alors, je ne vais pas parler de ceux qui font les lois, puisque ça, c'est ce que tu dis, les politiques, bon, je ne veux pas lancer là-dedans. Mais il y a quand même l'indépendance de la parole des avocats, et je peux en parler en toute connaissance de cause, même si parfois elle n'est pas entendue, mais elle est entendable, et il y a l'indépendance totale de la parole de l'avocat, et il y a quand même, le quand même est de trop, il y a surtout aussi l'indépendance des magistrats dans leur choix de décision. Bien sûr, ils vont se référer aux textes qui existent, mais aussi, un magistrat, la première chose qu'il apprend à faire, et c'est important, c'est justement faire évoluer la loi par la jurisprudence. La jurisprudence étant la création par un magistrat d'une évolution du droit par rapport à des situations données, tout en restant malgré tout, certes, dans le respect de la limite des lois. Mais je crois que ces professions, alors elles sont extrêmement... les magistrats, tout le monde vous dit « Ah ouais, mais ils font n'importe quoi, puis ils sont soumis à des pressions, puis ils sont achetés. » Enfin, on connaît toutes les musiques que les gens peuvent entendre quand ils ne sont pas contents d'une décision. Les avocats, c'est des grands blabla, ils racontent n'importe quoi. Aujourd'hui, ils disent ça, mais demain, ils vont dire le contraire s'ils changent de client. C'est faux. On a quand même, par rapport au droit, si on peut considérer que le droit a encore un pouvoir, parce que c'est ça aussi la question. Est-ce que le droit a encore un pouvoir de pouvoir bouger des choses, et pas uniquement dans la famille, mais comme vous le disiez, au niveau mondial? Ben, c'est vrai que là, on peut se demander le droit, ce qu'on en fait. Voilà, moi je voulais quand même juste ajouter ça. Et je merci. Non, merci beaucoup de ce que vous dites là. Je voudrais revenir simplement sur la question de l'opinion, parce que merci aussi à Jean-Louis de ramener la question du courage, c'est tout à fait pertinent. Dans le livre précédent qui a été fait avec Alain Herali, que tu connais aussi, il parle d'une société de la déflexion. Et je trouve ça très très juste. Il remarque simplement que les gens qui sont à des postes, peu importe que ce soit un instituteur, n'importe, les gens-là ont tendance aujourd'hui à ne plus oser prendre sur eux de venir dire quelque chose qui soit non, éventuellement. Bon. Ils le disent au nom de « oui, mais c'est comme ça qu'on fait, oui, mais c'est comme ça qu'il faut faire ». Enfin, vous voyez, c'est comme si on se dérogeait, on quittait, on esquivait le fait de devoir assumer sa propre énonciation, ce qui demande un certain courage, et qui est absolument déterminant pour contrer l'opinion. Parce que l'opinion a une force inouïe grâce au fait de son immédiateté. C'est ça le problème. Elle va dans tous les sens, elle va tout de suite, elle touche tout de suite, et l'autre est là un peu... bon, il ne sait pas très bien comment réagir, il est en tout cas mis en difficulté. Et vous avez, à mon avis, tout à fait raison d'insister sur cette force de l'opinion. Merci. Et je voulais juste rajouter que la question des places et de tout ce que vous dites est aussi liée à cette notion dite de l'amour, une notion qui n'a rien à voir avec celle de ma jeunesse, je suis une vieille. Et effectivement, si les enfants prennent toute la place, c'est aussi parce que les parents ont tellement envie d'être aimés. Et qu'à tous les triages, à tous les endroits, que ce soit dans les questions de divorce, dans les questions de droit, de mouvement avec la famille, c'est cette question qui est mise à l'œuvre. Je veux être aimé, et si j'ai une place, c'est une place d'amour que l'on me doit. Donc, si vous n'avez pas de place, alors vous êtes obligé de vous faire aimer. Certainement aussi. Ah oui, mais non, c'est ça le jeu. C'est que les parents qui n'ont plus l'évidence parentale a disparu. C'est pas du hasard, de l'amour et de la place. Ouais. C'est ça les jeux. L'évidence parentale a disparu, et donc du coup, ils sont pris dans une sorte de reconnaissance imaginaire dont ils ont besoin, alors qu'ils n'entendent pas. Ce qui est évident, c'est que l'enfant commence toujours par aimer ses parents.
quitte à parfois en arriver à l'inverse, hein, ça arrive aussi. Mais en attendant, c'est d'emblée acquis, cette affaire-là, la place. Eh bien, c'est comme si l'évidence parentale n'étant plus là, ils n'assument plus, ils ne peuvent plus l'assumer. Par manque, et avec du coup des effets aussi de manque de courage, d'immédiateté, de l'opinion dans laquelle ils sont pris. Ben, on est là sur des choses extrêmement sensibles et qui, effectivement, aboutissent à ce qu'on n'entend plus que l'amour des parents, c'est fondamental. Et l'amour des enfants, tout ça, c'est très pertinent. Ça reste. J'aimerais savoir quel est votre regard sur ce qu'on peut qualifier d'épidémie de tous ces enfants et adolescents qui veulent changer de sexe. Mais écoutez, il y a un chapitre entier du livre qui est là-dessus. Alors pour moi, personnellement, puis je demanderai à Jean-Louis de répondre ce que je dis, pour moi, je le lis comme le symptôme justement de ce déséquilibre entre exigence civilisationnelle et exigence personnelle. C'est là que ça naît, c'est quelque chose là. Parce que les enfants qui aujourd'hui veulent changer de genre, c'est parce que le discours social leur donne la légitimité de pouvoir penser faire ça. Alors que tout le monde sait très bien, ici dans la salle, que de toute façon, ça ne changera pas au-delà d'une certaine possibilité. Même si vous avez un pénis artificiel gonflable par des pompes qu'on met dans les testicules, enfin des trucs de fou, mais même si c'est ça que vous arrivez à avoir alors que vous êtes à l'inverse dans l'autre cas, dans l'autre circonstance, vous n'aboutirez pas à transformer cette réalité qui est là, qui est un réel incontournable de l'anatomie, par exemple. Or, il semble bien que nous sommes tellement près de pouvoir reconnaître au vœu individuel d'exister pour le moment, que du coup, nous n'avons plus la force concrète, collective, de dire il y a des choses avec lesquelles il faut faire, et c'est un travail de pouvoir supporter des choses qui ne sont pas celles que l'on veut exactement. Ça fait partie de la donne. Mais ça, ce travail-là a disparu. Et en plus de cela, au niveau du collectif, il y a un entérinement de ces possibilités. Parce que c'est au niveau du droit aussi maintenant. Non, mais ça, je trouve que c'est le grand côté inédit de ce qui nous arrive, c'est que par le biais du droit, le discours social donne tout à coup une légitimité à des choses dont on se dit, mais comment est-ce qu'il va s'en sortir? Comment est-ce qu'il va faire après un petit temps si on laisse évoluer cette affaire-là? C'est un peu grossièrement, rapidement dit, mais c'est vrai qu'il y a le dernier chapitre est consacré à ça. Et alors, sur le plan du droit, donc, ce que j'essaie d'expliquer au niveau de l'évolution de la législation belge, c'est qu'on est parti d'une situation qui existe. Des personnes qui sont vraiment en grande difficulté avec leur rapport à ce qu'on appelle leur identité sexuée, n'est-ce pas, qui ne se vivent pas dans le sexe ou le genre, n'est-ce pas, qui était celui de leur naissance. Bon. Et de manière très légitime, la médecine a pris cette question en charge et a aidé ces personnes à trouver une réponse à leurs grandes difficultés. Et donc ça fait partie justement de ce que j'appelais tout à l'heure les mérites d'une société démocratique. C'est une société qui accueille les spécificités et les difficultés personnelles. Mais pour des raisons qui sont sans doute liées à des pressions de lobby, on a inversé les choses. Et l'on a dit tout le monde a le droit de décider quel est son sexe. Tout le monde, chacun. C'est une question, a-t-on dit, d'autodétermination. Le sexe, ça relèverait de l'autodétermination. Comme d'ailleurs exactement, on favorise cette notion d'autodétermination par rapport à la... Alors, à partir du moment où on dit cela, à ce moment-là, tout enfant ne sait plus très bien, comment dirais-je, quelle est la décision qu'il doit prendre par rapport à cela. Ça a des effets. C'est là, j'essaie de le décrire concrètement, c'est là qu'il y a la difficulté de combiner des situations individuelles dont notre société est évidemment capable de les prendre en charge de manière bienveillante et respectueuse, de le concilier avec encore une vision commune des choses
où on essaye, je dirais, d'expliquer qu'il y a du réel, qu'il y a une différence réelle entre un homme et une femme, et qu'il y a là quelque chose, comment dirais-je, qui s'impose en quelque sorte à nous, et avec lesquels on doit faire. Mais à partir du moment où l'on dit non, ça ne s'impose plus à personne, c'est quelque chose qui relève de son propre choix personnel. Comment voulez-vous que des jeunes qui entendent ça sur les réseaux sociaux ne viennent pas se demander, mais finalement, alors moi, c'est quoi, c'est qui? Donc voilà, c'est précisément, c'est pour cela qu'on a parlé de cela dans notre ouvrage, parce que ça montre précisément cette inversion, où la manière dont à un certain moment, on ne trouve plus l'équilibre entre le respect des personnes et ce que Freud a appelé les exigences civilisationnelles collectives. Voilà. Donc c'est un symptôme pour nous, voyez-vous. Mais maintenant, effectivement, il y a une prise de conscience quand même qui est en train de se faire, hein, parce qu'on a sans doute trop rapidement répondu à cette demande, et il y a, en tout cas à l'échelle mondiale, il y a maintenant des pays qui reviennent en arrière par rapport à ce qu'ils ont proposé. Donc ça, on pourrait en parler longuement, mais il y a quand même une prise de conscience qui se fait de ce que probablement on est allé trop loin. Surtout qu'en Belgique, j'ai compris aussi à la lecture de votre livre que c'est une simple déclaration. Alors qu'en France, on a beaucoup évolué. Moi, j'ai connu le transsexualisme depuis 1900, on appelait ça à l'époque que transsexualisme, avant de passer à transgenre et choix, etc. Depuis 1982, la population des personnes qui venaient dans une très grande souffrance, et vous l'avez souligné tout à fait, pour demander des changements de sexe, c'était des gens qui avaient 40, 50 ans, même 60 ans, qui avaient essayer de rentrer dans une vie quotidienne cohérente selon la société, puisque là, ils étaient abominablement rejetés, même traités de malades mentaux, hein, puisque c'était encore inscrit dans les répertoires psychiatrie. Et donc, ces gens-là, quand ils arrivaient au bout de ce chemin, après souvent d'ailleurs avoir fait une vie commune, même eu des enfants, etc., le mariage et tout ce que vous voulez, eh bien, ils n'en pouvaient plus, et là, arrivé à un certain moment, il disait non, il faut. Donc, et au début, bien sûr, les juridictions, je vais faire très rapide, exigeaient toutes les médicamentations, opérations, tout ce que vous voulez. Cette évolution est partie avec une diminution des exigences, j'allais dire, chirurgicales et médicales. Et j'ai vu encore récemment, puisque depuis 5 ou 6 ans, on le voit, en effet, à la fois par la libéralisation de la loi de 2016, en sachant quand même qu'en France, il faut un jugement. Il faut encore un jugement, mais un jugement qui n'est basé, qui interdit qu'on le juge ait un quelconque regard sur des aspects au niveau de traitements médicaux, de quelque ordre qu'il soit, et qui se base sur l'apparence, c'est-à-dire que de la simple déclaration, le juge, ici en France, va demander que les personnes aient un comportement dans le genre, dans le sexe, qu'ils considèrent être le leur, avec peut-être une temporalité dans cette appropriation de ce sexe-là. Et j'ai vu, et je vois encore, on a commencé à travailler ici à l'hôpital de Rangueil avec les pédopsychiatres de l'hôpital des enfants, parce qu'en effet, de plus en plus de jeunes expriment cette perception. Alors c'est un bien, parce que ils se permettent de faire comprendre leur mal-être au niveau de leur sexualité. Mais est-ce que le changement de genre est la solution? Parce que c'est en effet le problème. Et à partir du moment où, quand même, on va intervenir sur le plan médical, fût-ce par des blocages d'hormones ou autres, on va participer à une... je ne dirais pas, le mot aggravation paraît très, très critiquable, à l'évolution du phénomène. Mais quand même, dans tous les milieux, quand les gens sont encore suivis dans l'hôpital des enfants ou à l'hôpital de Rangueil, avec des psychiatres, avec des personnes qui les aident à avancer, c'est bien. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus cette obligation, parce que n'importe qui va se comporter comme un homme, habillé socialement, se faire reconnaître, etc., alors qu'il est une femme ou l'inverse, n'a même pas besoin d'avoir un suivi médical ni psychologique pour être aidé. Et je crois que là, alors je ne sais pas si c'est à la suite de lobby ou si c'est dans une prise en compte de cette imprécision de la personnalité pour les gens eux-mêmes, qu'eux, ils vivent comme étant une certitude, hein, aussi. Ça, c'est assez important de voir... Tout à fait. Et alors, c'est vrai que là, on a encore une problématique, et je ne sais pas du tout, enfin si, on sait, puisqu'il y a des décisions, on connaît la musique, un monsieur qui est devenu une femme juridiquement, puis qui a fait un enfant à sa femme avec la vitre, et qui est devenu une mère juridique d'un enfant dont il est le père biologique.
Ben oui, mais c'est ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il faut... Là, on en revient toujours à la question que vous évoquez de manière générale. Comment accompagner, comment faire évoluer ces paramètres aujourd'hui, pas seulement celui du sexe, je veux dire ces paramètres où on a des évolutions que la loi va finir par absorber, j'allais dire presque ce mot-là, vous voyez, par rapport à quelque chose qui va permettre quand même aux gens de se reconstruire ou d'avancer différemment. Vous voyez, vous évoquez là, prenons l'exemple tout simple aujourd'hui en France, puisque suite à l'intervention de M. Blanquer lui-même, les écoles sont mises en demeure de prendre en compte la façon dont l'enfant se prénomme, selon son vœu à lui. Comment ne pas s'apercevoir que c'est une ineptie que de penser qu'un enfant a le droit immédiatement d'obtenir satisfaction de ce qu'il a. Bon. Ça n'est absolument pas l'aider au niveau psychique, simplement, de devoir faire face à une difficulté qui peut être la sienne et qui est certainement tout à fait à appréhender avec le plus de justesse possible, bien sûr. Mais le principe même de dire, voilà, l'école est obligée de se soumettre à ce que l'enfant veut, comment intégrez-vous ça dans l'idée d'une perspective où l'enfant doit subir une série de limites avec lesquelles il faut qu'il fasse et qu'il appréhende petit à petit, etc. Ben là, on a tout à fait l'inverse, évidemment, un exemple de ce côté-là. Et il n'y a rien qui garantit que l'enfant, d'ailleurs, n'est pas en train d'utiliser cette voie-là uniquement, même pas pour dire sa véritable angoisse ou souffrance personnelle, mais simplement parce qu'il est dans la position de pouvoir tout à coup jouir de cette place de toute puissance qu'il occupe, parce qu'il est capable de faire bouger l'édifice scolaire, quoi. C'est tout à fait des choses très simples, paradoxalement, mais qui, du coup, d'être prises dans l'enceinte et dans le juridisme que cela entraîne, viennent vachement nous interroger. Hein. Et en même temps, on lui dit qu'il est obligé d'être à l'école. Oui. Mais en même temps, le décrochage scolaire existe de plus en plus. On les entend aussi dans cette affaire. Et le décrochage scolaire n'est pas une contestation de l'école. Hein. Les gens qui décrochent scolairement, ils se sentent simplement le droit de dire la scolarité, moi, j'en ai rien à cirer. C'est ça qui fonctionne. C'est très différent que d'un véritable décrochage au sens d'une contestation de ce qu'il y a à l'école. D'autres questions? Nous avons encore un petit moment, un bon moment. Ne me dites pas que cela ne vous fait pas réfléchir. Par rapport à la question précédente, c'est-à-dire que c'est le statut de mineur qui est remis en question. Je pense que c'est Hannah Arendt qui a parlé dans un livre. C'est le statut de mineur qui est remis en question, parce que s'il s'appelle mineur, c'est pour le protéger de décisions radicales. Et là, sous prétexte de lui donner la voix, c'est son statut qui est menacé. J'ai une fois entendu une psychanalyste qui a choisi la voie liberticide qui dit « il faut écouter l'enfant ». Et j'avais répondu « non, justement, il ne faut pas l'écouter. C'est confondre caprice et désir ». Oui, alors là bien sûr, comment dirais-je, tout est de nouveau une question d'équilibre. Exactement, pour ça, cette phrase de Freud, c'est évidemment Jean-Pierre qui en est responsable, je n'ai pas lu Malaise dans la civilisation, mais cette phrase m'a évidemment marqué. J'ai dit à Jean-Pierre, mais oui, effectivement, c'est tout à fait ce qu'on essaye l'un comme l'autre de dire. Bon, écouter l'enfant, cela, ça me paraît indispensable. Un enfant, d'emblée, doit pouvoir être respecté, et l'écouter, c'est parvenir à entendre ce qu'il vit. Hein, c'est pas nécessairement lui dire « c'est toi qui décides ». Et c'est ça le rôle de parents, le rôle des éducateurs, le rôle des psys, c'est d'entendre ce qu'il vit, ce qu'il a le droit de ressentir, ce qu'il a... Bon, donc ça, c'est fondamental, à mes yeux. Mais hop, on passe à « c'est lui qui décide ». Alors là, évidemment, c'est ça que j'appelle l'inversion. Hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un saut, enfin, j'allais dire qualitatif, mais il n'est pas qualitatif du tout, mais un saut par lequel on vient dire, mais à partir du moment où il parle, il a le droit de parler, eh bien c'est sa parole qui va faire la loi. Alors là ben, à ce moment-là, effectivement,
Alors ça, c'est un autre sujet de préoccupation. Là, je reconnais bien volontiers que je suis moi-même en difficulté. Je participe actuellement à un séminaire en Belgique avec des professeurs de droit parce que l'université, assez paradoxalement, porte tout ce nouveau discours. Hein. C'est très curieux, alors que l'université était le lieu de l'universel et du collectif. Bien, elle porte ces revendications individuelles. Et avec mes collègues, j'étais quand même un peu stupéfait d'entendre une de mes collègues, pour laquelle j'ai d'ailleurs beaucoup de respect, mais qui nous dit, mais Jean-Louis, maintenant, l'enfant est l'acteur de son éducation. Alors je lui dis, mais attends, oui, donc il faut inverser, c'est vraiment cette mode d'inversion, il faut inverser la proposition, on a déclaré l'enfant incapable, non, il faut le déclarer capable. Et lorsque on se rend compte que la décision qu'il prend ou l'acte juridique qu'il va poser, effectivement, pourrait lui causer préjudice, alors il faut introduire une possibilité d'annulation. Mais il faut inverser le principe. Bon, et alors je dis, et quoi, et ça veut dire qu'il va pouvoir introduire une action en justice contre ses parents? Ah oui. Ah bon, donc lorsque ses parents ont décidé de l'inscrire dans telle école, si ça ne lui convient pas, il peut introduire une procédure en justice contre ses parents pour que le juge puisse dire que la parole de l'enfant doit être respectée. Donc, alors, de nouveau, je pense que on est en interrogation par rapport à ça. Attention, mes collègues ne sont pas non plus complètement dans un délire, mais ils sont tentés par cette manière inversée de voir les choses, avec les effets problématiques qui en résultent. Donc, effectivement, c'est une question parmi d'autres que nous abordons aussi dans l'ouvrage. Tentés et aussi intimidés par ceux qui viendraient leur dire qu'ils ne sont pas dans l'air ambiant. Il ne faut pas oublier que c'est une force de frappe terrible, l'opinion, justement. C'est là qu'elle est aussi terrible. Le nombre de psys qui fragilisent, comme ça, qui ne savent plus très bien eux-mêmes où ils se situent, c'est vrai que ce sont des questions fortes qu'on doit mettre au travail. Ce n'est pas des questions sur lesquelles, personnellement ou d'autres ici, on a la réponse. Il ne faut pas le jouer comme ça. Il faut qu'on le travaille. Mais n'empêche que c'est une véritable question que de ne pas... Oui, il y a Wilfried là-bas qui... Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, le mineur est considéré dans le droit français comme un incapable mineur. De l'incapable mineur, on parlait des incapables majeurs, c'est-à-dire les adultes qui n'étaient plus en état. Alors on a enlevé incapable majeur parce que c'était pas bien. Maintenant on dit majeur protégé. Et à vous écouter, j'avais envie de dire qu'on pourrait dire mineur à protéger. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait M. Ranchon. C'est vrai que quand on vous écoute là en train de discuter avec les collègues magistrats, on se dit, bon, quand ils disent ça, qu'est-ce qui les anime? Alors, c'est à l'université. Oui, c'était pas les collègues magistrats. D'accord. Qui plus est. C'est pour ça que je parlais du monde universitaire, là, puisque... Oui, à l'université. Mais c'est vrai que, bon, quand on écoute sérieusement ce que vous dites, on se dit, mais qu'est-ce qui peut motiver, animer quelqu'un à déployer un tel raisonnement quand on occupe de telles fonctions? Alors, je vais le dire un peu comme ça, de manière un peu légère. Soit c'est de l'imbécilité, de la perversion, ou une forme d'ignorance sur ce qu'est la loi, le droit en lui-même, fondamentalement. Ça pose des questions quand même sur la formation, quand même des juristes, de savoir d'où vient le droit, en fait, fondamentalement. C'est-à-dire que ce n'est pas des textes qui sont appliqués pour réguler les gens. Il y a quelque chose quand même d'un fond. Moi, je me suis toujours posé la question de la formation des juristes. Est-ce qu'ils savent ce que c'est que fondamentalement juger, en quoi ça consiste? Est-ce que c'est être conforme à des textes, bien suivre les textes? Je me pose des questions. Et c'est vrai que quand vous dites on ne sait pas trop si c'est sérieux ou pas, ou jusqu'où c'est sérieux, la personne qui dit ça. Bon, mais quand même d'envisager les choses comme ça, de dire que peut-être c'est pas totalement... une blague de parler comme ça, c'est vrai que ça pose la question de la formation et de ce qui est enseigné aux personnes des droits. Voilà. Bon, nous en psychanalyse, on a des totems et tabous, on a des conceptions sur la loi, le droit. Est-ce que les juristes savent ce que c'est totem et tabou? Enfin, je fais un raccourci, mais est-ce qu'ils ont leur propre repérage sur quoi ils sont assis, en fait? Alors. Voilà. À partir de quel endroit ils parlent?
Voilà. Donc je me suis tout le temps posé la question dans la formation des gens du droit, est-ce qu'on leur dit en première année, voilà, la loi, ça vient de là. On a l'impression qu'on n'apprend que les textes. Bon, voilà. Je vous dis les choses un peu comme elles me viennent, mais oui. C'est vrai qu'on est sur un truc sérieux et on se demande, voilà, on se pose quand même des questions de comment on peut en venir à dire, oh ben pourquoi on n'inverserait pas les choses, quoi. Alors, non, vous êtes plus optimiste que moi sur la formation en droit, mais non, effectivement, on n'a absolument pas sauf un cours de psychologie en première année, mais c'est, comment dirais-je, très peu de choses. Mais, alors, ce qui se passe à mes yeux, et encore une fois, c'est ce qui a fondé notre démocratie. C'est une espèce de foi. Parce que je ne les qualifierais pas de pervers quand même, hein, heureusement. C'est une espèce de foi, mais qui peut-être n'est pas très différente d'une religion, hein, une espèce de foi dans les capacités d'émancipation de l'être humain. C'est comme si c'était dorénavant la libération de tout ce qui auparavant venait empêcher d'être soi-même, qui devenait le référent du langage juridique et de la formulation des règles de droit. Et il y a quelque chose qui fonde en droit ce discours, c'est évidemment ce qu'on appelle aujourd'hui les droits humains, c'est-à-dire toutes les conventions internationales, n'est-ce pas, qui, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, compte tenu des horreurs du régime hitlérien, a mis en évidence la nécessité de protéger les droits individuels, les droits, ce qu'on appelle aujourd'hui les droits humains. On appelait les droits de l'homme, puis c'est devenu les droits fondamentaux, puis maintenant on les appelle les droits humains, n'est-ce pas? Bon. Et donc, cette référence, tous ces jeunes professeurs, parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes que moi, tous ces jeunes professeurs ont baigné dans des cours de droit, et ils se sont multipliés sur les droits humains, sur les droits individuels. Et donc, c'est cela, d'une certaine façon, qui est devenu le référent, je dirais, de la plupart des juristes et sur toute la formation en droit. Et vous avez parfaitement raison. Là, dans ce type de perspective-là, le rôle qui était celui du droit, quand moi j'étais étudiant, mes professeurs m'enseignaient que le rôle du droit était d'assurer le bien commun. Eh bien, aujourd'hui, on enseigne aux étudiants que le rôle du droit, c'est d'assurer le respect des droits individuels. Voilà. C'est ça l'inversion. C'est ça l'inversion. C'est ça l'inversion. Et c'est pour ça que je dis que je vis dans un autre monde, parce que voilà. Mais rassurez-vous, on a quand même une assise. On a beaucoup de codes qui sont très épais d'ailleurs, sur lesquels on peut faire des véritables... Mais ce qui est certain, c'est que quand on vous... Il y a deux niveaux. On apprend le droit à la faculté de droit, que ce soit en Belgique ou ici, avec les belles facultés de droit de Toulouse, qui est quand même aussi très réputée. Je le dis parce que c'est un plaisir de le dire en tant que Toulousain. On apprend le droit. Et après, en fonction de là où vous allez exercer ce que vous avez appris, vous allez apprendre à utiliser le droit dans d'autres domaines. Par exemple, si vous voulez être magistrat, il y a 3 ans à l'école de la magistrature, où on vous apprend à exercer ce droit dans la fonction de magistrat. Si vous êtes avocat, pareil, école où on vous apprend à exercer, notaire, idem, expert. C'est-à-dire après, à partir de ce droit basique, je dis basique dans le sens noble du terme, la base du droit, vous avez des pratiques. Et c'est peut-être à ce moment-là, dans la façon dont on va vous apprendre à vous en servir, qu'on va titiller votre propre personnalité. Et vous allez avoir, moi je sais que j'interviens à l'école de la magistrature, à la fin de l'année pour leur aller les sensibiliser à la médiation, avec d'autres médiateurs, d'où on parlait de la médiation. Excusez-moi. Et ces magistrats, ils ne comprennent pas l'intérêt de la médiation. Enfin, ils comprennent intellectuellement l'intérêt de la médiation, mais ils sont quand même là pour juger. Et ils sortent de là dans le moule qu'il faut juger, ce qui est normal. Et quand ils sont en fonction, ils se rendent compte que juger, il peut peut-être y avoir d'autres modalités pour que les gens soient moins mal. Non pas par rapport à leur jugement, mais par rapport à ce qu'ils vivent. Et je trouve que
Non, j'en prie. La question posée là par Wilfried de Gontran me semble aller quand même encore plus loin. C'est une question sur l'anthropologie du droit, finalement. Qu'est-ce que ça, ou sur l'épistémologie du droit. Je ne sais pas si ça existe, hein, parce que c'est vraiment ça qui est important. Et c'est là-dessus que je trouve que l'analyse, pour moi, de la place que j'occupe peut être extrêmement contributive à venir rappeler quels sont les irréductibles de l'esprit humain avec lequel on ne peut pas faire n'importe quoi. Il n'est pas libre autant qu'il le voudrait. Il est quand même contraint, vous avez rappelé la loi, que j'avais moi-même exprimé. Oui, il est contraint par la loi du langage, la loi de ce que parler implique. Il est contraint, le sujet. Donc, le laisser dans l'idée qu'aujourd'hui, il pourrait s'affranchir de toutes les contraintes, c'est une aberration, parce que ça ne peut que l'amener à une impasse. Il faudra bien qu'il accepte qu'il y a des contraintes dont il peut se libérer, certainement, et dont il doit même essayer de s'émanciper, c'est clair. Mais cette émancipation, d'abord, n'est pas qu'individuelle, premier point. Il me semble qu'elle doit être relayée par une émancipation qui installe du collectif, ce que vous avez espéré et souhaité à juste titre. Hein. Bon. Mais aussi, il y a peut-être une réflexion anthropologique qui doit être faite aujourd'hui, je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça, plus poussée, je pense au travail d'Alain Suppiot et de quelques autres comme ça, particulièrement, qui prennent ça en compte, mais qui vient du coup, parce que sinon, on a le danger. Aujourd'hui, les médecins sont dans la même position. Hein. Ils peuvent très bien être médecins en n'étant plus que techniciens de la médecine. Ben demain, les juristes pourraient très bien être techniciens du droit, n'ayant plus de rapport à ce que veut dire le droit dans le social. Et on voit bien que c'est une glissade qui est en train de prendre consistance, hein, de plus en plus forte. À tel point qu'un biologiste aujourd'hui, il ne sait plus qu'il travaille sur l'humain alors qu'il est sur la cellule numéro 26 ou sur le gène numéro je ne sais lequel, etc. Comment voulez-vous que quelqu'un qui fasse ça toute la journée ait d'office la préoccupation de savoir qu'il est encore biologiste au service de l'humain? Forcément, ça amène des conséquences. Donc notre hyper-spécialisation pointue est nécessaire parce qu'il faut être à la hauteur des compétences, évidemment, c'est clair, mais elle risque d'obturer le caractère spécifiquement humain de ce qui est en jeu dans la discipline en question. C'est d'ailleurs ce qui évolue en France, je ne sais pas en Belgique, vous allez me le dire, avec ce qu'on appelle maintenant les jurisdata, des possibilités d'avoir toutes les jurisprudences qui vont être publiées, enfin avec tout l'anonymat utile, bien sûr, hein, auquel on pourra accéder sur Internet, ce qui fait que de ces décisions judiciaires multiples, on pourra les avoir quasiment pas toutes, mais enfin en grande quantité. Et à partir de là, moi je me dis toujours, mais c'est très bien tout ça, mais qu'est-ce que ces jurisprudences, elles sont d'abord venues d'individualités qui les ont faites. Et si on commence à uniquement s'aligner sur ça, même si on sait que la jurisprudence, on s'en sert à ce niveau-là, où on va avoir quelque chose de personnel dans une décision de justice et même dans des conclusions d'avocats. Mais donc, si j'ai bien compris, cher monsieur, vous êtes psychanalyste. Oui. Alors, je ne vais pas vous renvoyer la question, mais elle est quand même pas si éloignée. Qu'est-ce qui explique que la psychanalyse est à ce point récusée aujourd'hui? Parce que la psychanalyse, et c'est ça qui, je dirais, a fait le travail de dialogue que nous avons mené, mais aussi notre amitié, la psychanalyse, c'est le travail personnel par lequel on apprend à faire avec le manque. On apprend à faire avec le réel. On apprend à faire... Bon, pourquoi la psychanalyse est-elle à ce point récusée aujourd'hui? Au point que nous pouvions même considérer, ou je peux même considérer moi comme juriste, n'est-ce pas, que d'avoir intitulé cet ouvrage « Droit et psychanalyse » fera qu'il ne sera pas lu par un grand nombre de juristes. Parce qu'on va se dire, qu'est-ce qu'il vient encore avec Et donc, quelle est selon vous l'explication? Parce qu'à mon avis, elle est un peu du même ordre. Hein. Je crois que la réponse est dans votre dernière phrase de tout à l'heure sur la question du bien commun et des libertés individuelles. C'est-à-dire que quand il y a la promotion des libertés individuelles, c'est quand ce qu'on entend, ce qui est à entendre, c'est pas au sens du désir. Ça serait la promotion des désirs, c'est la jouissance individuelle. Donc c'est tout à fait différent. Et que donc la psychanalyse est du côté du désir. C'est du côté d'une singularité, du côté du désir, pas du côté de la jouissance.
Voilà. Et donc, pour les mêmes raisons que vous avez énoncées pour le droit, la psychanalyse est emportée, parce qu'il ne s'agit pas de faire la promotion de l'individu singulier comme sujet au niveau de son désir, mais de sa jouissance. Voilà. Donc ça, c'est pas du tout dans l'air du temps. Voilà la question du sujet. Et la question du sujet en psychanalyse, voilà, Lacan disait l'inconscient c'est le politique, une phrase un petit peu comme ça particulière, comment la comprendre? C'est comme disait Freud, la psychanalyse elle est sociale. L'autre est avant, c'est articulé à l'autre. C'est pas un individu qui est déconnecté d'un autre et comme le rappelle à chaque fois Jean-Pierre, c'est un autre qui était avant nous. Donc c'est bien la singularité du sujet, mais bien aliéné à l'autre en premier lieu. Voilà. Et ce que je disais pour les personnes du champ du droit, comment sont-ils initiés au fondement de leur discipline? Bien sûr que je pourrais le dire pour toutes les disciplines. Pour la formation des psychiatres, la formation des scientifiques, c'est-à-dire que là, vous parliez du courage individuel de chacun, mais on se demande sur quel niveau agir. Moi, je me demande au niveau de la formation des personnes dans toute discipline, est-ce qu'elles ont un accès aux fondements de leur discipline? Voilà, des enseignements sur les fondements de leur discipline, tout simplement. Voilà, donc je me pose des questions. Juste une chose, puisque j'ai le micro, par rapport au courage individuel, ok, mais il y a de la limite dans la société. Et moi, ce que je vois dans mon travail, dans les institutions ou autres, les personnes qui ont du courage risquent d'être malmenées, risquent d'avoir des réponses. Attention, c'est pas les gens sont inhibés, allez-y, encore un effort. Non, il y en a qui ont du courage. Moi, j'ai vu pendant des semaines des gens venir manifester le samedi après-midi, des semaines, des années, manifester tous les samedis après-midi. Et ils ont une limite. À 5 heures, il y a les gaz lacrymaux qui tombent et il faut rentrer chez soi. Voilà. Donc il y a quand même une réponse. Il y a quand même une réponse. Je vous donne juste une petite anecdote. J'ai la fille d'une amie, 18 ans, qui vient faire ses premières manifestations pour la retraite. Première manifestation. Bon, ben, elle s'est fait gazer, encercler dans une nasse. Elle ne retournera pas manifester. Voilà. Donc la réponse, il y a une violence. Attention, c'est pas faites ce que vous voulez dans la société comme vous voulez. Il y a de la limite. On peut rencontrer des choses jusqu'aux violences policières, jusqu'au au harcèlement dans les institutions dont on va faire l'objet si on se positionne. Donc, elle existe, le courage, il existe. Mais on ne dénonce pas assez la violence de la réponse dans la société. Voilà, donc c'est vraiment une liberté individuelle, mais la limite, alors l'ouvrage de Jean-Pierre, Un monde sans limite, non, il y en a une limite. Il y en a une limite. On va rediscuter de tout ça. Oui, la librairie ferme à 19h, donc ça me semble, si je puis me permettre, Wilfried, je vais quand même te dire quelque chose que je crois, entendre ce que tu dis, avec tout le respect que j'ai pour ce que tu as amené, mais je ne pense pas personnellement que l'analyste doit faire actuellement autre chose que de rappeler les conditions dans lesquelles une parole est possible, les conditions collectives dans lesquelles une parole est possible. Moi, je suis très réticent, personnellement, à entériner ou à confronter ceux qui sont du côté de la... Pour le dire simplement, la dispute actuelle, lourde, grave, presque fracture sociétale que vous avez en France autour de la question de la pension à, si je me trompe, 64 ans. Bon. Et de l'autre côté du macronisme, avec tout ce que ça représente, etc., me semble relever d'une confrontation imaginaire tellement massive que n'apparaît plus la possibilité de garantir ça d'une issue dans un échange de paroles. Bon. Ça, je trouve très, très inquiétant du côté, pour moi, comme psychanalyste. Et je n'ai pas envie ni de soutenir ceux qui manifestent, ni de soutenir ceux qui macronisent et qui ont la... J'ai envie de dire, mais est-ce que vous vous rendez compte que le climat actuel dans lequel vous êtes est un climat qui ne permet plus à la parole de se
oui, je pense qu'il faut de tenir sa place et de nous aider, parce que c'est à ça qu'elle doit servir la parole, de nous aider à trouver justement une articulation entre le commun, le singulier, l'équilibre, tout ça. Donc je suis un peu embarrassé de t'entendre dire ce que tu dis, ou alors je me trompe tout à fait dans ce que j'ai compris, hein, c'est possible aussi. Mais oui, non, mais c'est parce qu'aujourd'hui c'est comme si nous venons de Belgique, hein, alors on peut se permettre de dire, vous savez, 64 ans chez nous c'est 67. Bon, à Copenhague, au Danemark, c'est 70. Attendez, est-ce que vous n'êtes pas encore aperçu qu'il y avait un problème quand même qui était à prendre en compte là? De l'autre côté, on a envie de dire, et vous croyez qu'à passer en force, ça va régler tout comme ça? Bon, vous voyez, il y a vraiment une double... On a envie de dire, mais attendez, les deux côtés, vous n'entendez plus que vous participez à la même vie collective, hein, et vous ne vous donnez plus les moyens d'y arriver à trouver une solution et un nouvel équilibre à ça. Moi, ça, c'est la place que je prendrais comme analyste, non pas de soutenir ceux qui sont dans la rue, non pas de soutenir ceux qui sont au pouvoir, mais de dire notre possibilité, notre seule possibilité de nous en sortir, c'est en donnant à la parole le statut qu'elle mérite. Et à nous engager au travers de ça pour chacun tenir sa place avec probablement des considérations. Les Français, vous avez drôle parce qu'en Belgique, il y a une chose que les politiques... Il y a plein de choses où on est à côté. Hein. Pour moi, j'en fais pas du tout une... Mais par contre, il y a une chose que tous les politiciens, toutes les Belges qui s'engagent en politique savent qu'ils devront faire des compromis. Eh bien, en France, c'est pas sûr. Bon, mais écoutez, je crois qu'il faut qu'on arrête cette séance. Je vous remercie d'avoir écouté les paroles qui ont été données et merci de votre présence. L'ouvrage de Jean-Pierre Lebrun et de Jean-Louis Ranchon, Où va la famille, droit et psychanalyse, est publié aux éditions RS. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 10 juin 2023, réalisée par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.